Michel Gurfinkel, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin à l'occasion de la visite officielle du vice-président américain Mike Pence en Israël. Mike Pence qui va avoir une journée chargée puisqu'il va rencontrer, je suppose, longuement le Premier ministre Benjamin Netanyahou, puis le président. Il va s'adresser à la Knesset dans un discours qui est très attendu. Alors, avant de rentrer, on va dire, dans le vif du sujet, d'abord, on voudrait un peu mieux connaître cet homme, le vice-président américain, qui est un peu dans l'ombre, mais qui, je suppose, n'est peut-être pas, probablement pas étranger à certaines des démarches du président Donald Trump, en particulier à la reconnaissance par Trump de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Qui est Mike Pence? Écoutez, Mike Pence est le 48e vice-président des États-Unis. Il a donc été élu comme avec Donald Trump fin 2016. Il est donc en fonction depuis exactement un an, puisqu'il a été investi avec Trump le 20 janvier l'année dernière. C'est un républicain. C'est un républicain conservateur. Mm-hmm. Il appartient à à l'aile la plus conservatrice du parti républicain, ce qui veut dire qu'il a des liens étroits avec la droite religieuse américaine. Les évangélistes. Des milieux issus, oui, ce qu'on appelle en gros les évangéliques. Et donc c'est aujourd'hui un milieu qui a des idées assez cohérentes sur beaucoup de choses, et en particulier, c'est le milieu à côté de la communauté juive, et quelquefois plus encore que la communauté juive, c'est le milieu le plus pro-israélien dans l'opinion américaine. Il y a une très vieille tradition au sein une certaine tendance du protestantisme, une très très vieille tradition pro-juive et pro-sioniste d'abord, puis pro-israélienne. C'est quelque chose de très ancien qui a pratiquement 500 ans, qu'on peut faire remonter au tout premier réformateur du XVIe siècle, a commencé par Jean Calvin, le créateur de cette branche du protestantisme qu'on appelle le calvinisme. Et disons que cette tendance est passée par beaucoup d'avatars successifs, mais aujourd'hui, sociologiquement, c'est quelque chose de très important aux États-Unis et dans d'autres pays où les évangéliques sont puissants. Alors, est-il exact de dire que Mike Pence, en tant que représentant de cette tendance, a poussé Donald Trump sur la voie de la reconnaissance de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël? C'était une promesse électorale de Donald Trump, et beaucoup d'évangélistes ont voté aussi en faveur de Trump, entre autres pour cela? Oui, mais dans le cas de Trump, nous n'avons pas un homme politique dont on ne connaîtrait pas les idées sur Israël, et qui par ailleurs aurait fait un pacte politique avec certains milieux représentés par Pence. Nous avons, dans le cas de Trump, un cas très différent d'un président qui a été extrêmement proche, en gros, des milieux orthodoxes américains. L'orthodoxie, au sens très large du terme... L'orthodoxie juive. Juive. Oui. L'orthodoxie juive aux États-Unis est, on va dire, numériquement minoritaire au sein d'une communauté juive aux contours de plus en plus flous d'ailleurs, mais c'est un secteur qui a beaucoup de vitalité, celui qui croît actuellement le plus vite, et il se trouve que par tout son parcours personnel et professionnel, Trump a toujours été proche de ce milieu. Donc on peut dire que tout le monde sait que par exemple sa fille Ivanka
qui est très proche de lui. Sa fille Ivanka s'est mariée avec un juif orthodoxe, il s'est converti au judaïsme orthodoxe. Donc, Trump avait une proximité personnelle très importante avec la communauté juive, et en particulier avec le milieu juif orthodoxe américain qui est très proche d'Israël, et à cela s'ajoute évidemment l'influence de Mike Pence. Le rôle des évangéliques qui sont représentés par Mike Pence. Mais je voudrais ajouter une autre chose sur Mike Pence, c'est que c'est un homme politique de plein droit. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui a été rajouté à la dernière minute comme vice-président, c'est quelqu'un qui a fait une carrière au Congrès, une carrière en tant que gouverneur de l'Indiana, qui est un des très grands États des États-Unis. Donc, c'est un homme politique de toute première grandeur. C'est un homme politique qui a manifesté beaucoup de fermeté dans ses opinions tout au long de sa carrière. Et puis, c'est aussi un homme politique, vous pensez bien que dès qu'on a annoncé sa candidature à la vice-présidence, beaucoup de journalistes d'investigation se sont jetés sur lui pour trouver la moindre faille dans son histoire. C'est un homme totalement lisse, aucune faille n'a été trouvée. C'est un homme extrêmement solide, un homme de granit en quelque sorte. Oui, voilà. On a même tendance à dire que dans certains milieux républicains, on aurait même presque souhaité que ce soit lui qui gère les affaires de l'État, même dans un cas de destitution quelconque de Donald Trump. C'est un homme qui là, on en vient à une autre question, c'est finalement le rôle politique du vice-président. Mais effectivement, il y a eu beaucoup, comme vous savez, de turbulences autour du président Trump pendant la première année de présence à la Maison Blanche. Par rapport à ces turbulences, Pence est apparu comme un élément sûr et rassurant. Stabilisateur. Pence n'était pas candidat à la présidence des États-Unis. Très souvent, rappelez-vous le cas, par exemple, fameux de Ronald Reagan qui, en 1980, s'oppose aux primaires à George Bush père, et c'est vraiment un duel très 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 violent, puisqu'ils incarnent deux idées totalement différentes du conservatisme américain. Et ensuite, une fois que Reagan gagne les primaires, il prend son adversaire comme vice-président. Comme vice-président. Dans le cas de Trump et Pence, c'est pas du tout le cas, puisque Pence, qui encore une fois est au sommet de la vie politique américaine, n'était pas candidat. Il n'a pas été candidat à la présidence. La grande question. Et donc sa nomination était une nomination complètement réfléchie et politique de la part de Trump. Ça a été un gage donné, je pense, surtout au milieu conservateur évangélique. Alors, la question que l'on se pose en Israël, c'est pourquoi cette visite? Pourquoi maintenant? Quels sont les objectifs d'une telle visite? Qu'est-ce que Mike Pence va apporter de plus à ce qui se passe aujourd'hui, ce roman d'amour qui existe entre l'administration Trump et le gouvernement de Benjamin Netanyahou? Écoutez, vous avez eu l'année dernière la grande visite de Trump au Moyen-Orient, qui a été une visite spectaculaire. Elle a été spectaculaire. On doit revenir sans cesse sur les deux grands moments de cette visite. Il y a eu son extraordinaire discours de Riyad devant le roi d'Arabie Saoudite, mais également devant près de 50 chefs d'État ou de gouvernement de l'ensemble du monde islamique, et sur un ton très respectueux, mais extrêmement clair, explicite, Trump a dit écoutez, votre sort et celui d'Israël sont liés, et nous allons vous soutenir contre les extrémistes et vous soutenir contre l'Iran, comme nous soutenons Israël. Et donc c'est un discours politiquement
extraordinaire qui, par le fait même que ça se passait devant le roi d'Arabie Saoudite, que celui-ci avait accepté qu'un tel discours soit prononcé et que les représentants encore une fois, je crois, il y avait au total 49 pays arabes et musulmans à Riyad, eux aussi ont accepté ce discours. Ça, c'est un événement en soi révolutionnaire au Moyen-Orient. Deuxièmement, il y a eu sa fameuse visite au Kotel. Donc, à ce moment-là, il n'avait pas encore décidé de clarifier la position américaine sur Jérusalem, mais symboliquement, il l'a fait en se rendant au Kotel, c'est-à-dire en jetant par terre tous les édifices diplomatiques consistant à avoir des réserves sur la présence israélienne à Jérusalem en général et à Jérusalem Est en particulier. Alors, ça a été le moment Trump. Alors, qu'est-ce que l'on peut attendre de cette visite? Ensuite, après le moment Trump, il y a eu la concrétisation du moment Trump et notamment la décision officiellement de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël et donc de mettre en marche le transfert de l'ambassade à Jérusalem, déjà voté par le Congrès depuis, il faut le rappeler, depuis une vingtaine d'années. Ça, c'était Trump. Maintenant, Pence revient dans la région, donc c'est pas à Trump de revenir dans la région maintenant qu'il a fait l'essentiel en tant que chef d'État des États-Unis. Donc maintenant, c'est Pence qui revoit les principaux concernés et qui leur dit, bon, écoutez, notre politique, c'est bien celle-là, vous l'avez compris, de toute manière, on vous a tenu au courant avant, pendant et après. Donc, je reviens ici. Maintenant, on va expliciter un certain nombre de choses. Et une des choses que Pence va expliciter, et je suppose qu'il va le faire à la Knesset, en tout cas, il l'a fait dans beaucoup de déclarations publiques et d'autres représentants de l'administration Trump l'ont fait publiquement, c'est que, en fait, si les États-Unis ont reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël, si les États-Unis ont décidé de transférer l'ambassade à Jérusalem, pour le reste, tout est ouvert sur Jérusalem et, d'une manière générale, sur le conflit israélo-arabe. C'est-à-dire que Trump a dit, et Pence l'a dit aussi, tout est ouvert si on peut faire, si les Palestiniens sont d'accord pour faire deux États vivant réellement en paix l'un avec l'autre, et si les Israéliens eux aussi sont d'accord pour une telle solution, notre bénédiction, ça, c'est très bien. C'est aux Israéliens, aux Palestiniens, aux autres Arabes de déterminer quels doivent être les contours de Jérusalem. Alors, mais le problème, c'est que aujourd'hui, lorsque Mike Pence arrive aujourd'hui dans la région, eh bien, il n'y a pas de répondant du côté palestinien. Les Palestiniens boycottent cette visite. Alors, comment pourra-t-il faire passer ce message que tout est encore ouvert si eux-mêmes ont le sentiment que tout est terminé avec eux dans leur relation avec les Américains? Écoutez, il faut bien voir la séquence des événements. C'est-à-dire que on ne passe pas là simplement de la reconnaissance de Jérusalem à la visite de Pence. Entre les deux, il y a eu quand même quelque chose de spectaculaire. C'est que les États-Unis ont décidé de s'en prendre à l'UNRWA. Ils ont décidé de s'en prendre au cœur du système palestinien, c'est-à-dire ce système par lequel une organisation vouée à la destruction d'Israël est complètement financée par les Nations Unies et au sein des Nations Unies par les États-Unis. Donc c'est cette situation assez surréaliste que pour la première fois, un gouvernement américain a décidé de remettre en question. Donc en fait, ce que les États-Unis viennent de faire au niveau de l'UNRWA va beaucoup plus loin. C'est quelque chose qui est beaucoup plus hostile à la direction politique palestinienne officielle que la reconnaissance de Jérusalem. Autant la reconnaissance de Jérusalem, je viens de le dire, les Américains le présentent
et je pense qu'ils sont totalement sincères, et ils l'ont expliqué aux Israéliens. Les Israéliens, en fait, sont d'accord avec eux, comme quelque chose de totalement ouvert. C'est-à-dire qu'on ne préjuge pas de ce qui va se passer d'un hypothétique règlement général. On n'en préjuge pas du tout, et tout ce qui sera fait sera bien du moment que c'est fait par les deux parties d'un commun accord. Alors, en revanche, s'en prendre à l'UNRWA, oui, mais alors c'est réellement aller très loin. D'accord, mais alors Michel, comment peut-on renouer le dialogue avec entre les Américains et les Palestiniens? Est-ce que Mike Pence peut lâcher du lest lors de sa visite, peut faire une déclaration qui serait susceptible de ramener les Palestiniens non peut-être pas à la table des négociations, mais au moins à reparler à nouveau avec les Américains? Pence, dans cette visite-ci, va voir, a déjà vu les Égyptiens, le président Sisi, et il va voir le roi de Jordanie, le roi Abdallah II de Jordanie, et il y a une autre puissance chez qui il ne se rend pas, mais qui est un acteur essentiel dans tout ce qui est en train de se passer, c'est l'Arabie Saoudite. Et je pense que les États-Unis, Pence, Trump, comptent sur l'Égypte, sur la Jordanie et sur l'Arabie Saoudite pour exercer sur les Palestiniens une pression comme ils n'en ont jamais connue. Et c'est une pression qui peut aller extrêmement loin. Je pense que nous sommes arrivés à un point où si les organisations palestiniennes n'acceptent pas d'entrer dans un nouveau processus tel que Trump et l'administration Trump la définissent, eh bien, ils vont être purement et simplement mis de côté, éliminés. Voilà, en fait, ce qui est en train de se passer, et je crois que l'un des objets de la visite de Pence, vous savez, ce plan, il a été... On en a discuté entre les Américains, les Égyptiens, les Saoudiens, les Jordaniens. On en a discuté depuis pratiquement le 1er janvier, le 20 janvier de l'année dernière. Donc ça a été préparé depuis très longtemps. On a déjà énormément discuté sur tout ça. Mais c'est ce qui est en cause. Et alors, pourquoi la Jordanie, par exemple? Oui. Pourquoi la Jordanie? Il y a à nouveau des projets qui remontent à la surface sur une fédération entre la Jordanie et la Palestine. Je vous renvoie à une interview extrêmement intéressante qui date du 26 décembre dernier. C'est l'interview de Ismail Haniyeh. Oui. Vous savez qui est Ismail, le leader du Hamas. Et il a fait une interview qui a été reprise d'ailleurs dans la presse israélienne très largement. Il a fait une interview extrêmement intéressante parce qu'il a dit voilà quel est le plan, le vrai plan américain. Et il ajoute, c'est un plan qui en fait est soutenu aussi par les Saoudiens. Il a été tellement explicite que les Saoudiens se sont crus forcés de dire sur le moment non, c'est pas tout à fait vrai que pour l'instant nous n'avons pas dit que c'était notre plan. Ils ont pas totalement dit qu'ils s'opposaient à un tel plan. Ils ont dit que pour l'instant c'était pas leur plan. Pour l'instant ils s'en tenaient à leur initiative de donc pour arriver, parce que nous devons Michel conclure. Oui, bien sûr. Donc il y a une possibilité, vous dites, par le biais des pays arabes modérés qui ont un intérêt particulier, donc à ramener les Palestiniens à la table des négociations sans que pour autant les Américains. Il ne s'agit pas de ramener les Palestiniens, ou plus exactement, il faut toujours préciser ce qu'on dit. Il ne s'agit pas des Palestiniens en général, il s'agit de des directions palestiniennes politiques actuelles. Il s'agit de leur dire, écoutez, vous devez comprendre que vous vivez sur une ligne de crédit qu'on vous a accordée. Oui. Et maintenant, ça suffit. Donc maintenant, ou bien vous entrez dans un processus général au Moyen-Orient dont nous avons tous besoin, ou bien vous n'y entrez pas. Si vous n'y entrez pas, eh bien, goodbye. D'une manière ou d'une autre, vous êtes disqualifié, on vous retire l'argent, on fera autre chose et avec d'autres gens pour vous.
Eh bien, Michel, merci Michel Gurfinkel de nous avoir expliqué un peu, de nous avoir parlé de cette personnalité de Mike Pence qui est aujourd'hui en Israël. Merci de nous avoir essayé d'avoir tenté de décrypter en fait la situation et les enjeux de cette visite Mike Pence en Israël et dans la région. Et on vous souhaite une bonne journée. Shalom, shalom. À bientôt. Bonne journée à vous.